Europe 1. On de la raconte. Christophe Ondelatte. Après avoir entendu l'histoire que je vais vous raconter, vous conclurez, je l'espère, que quand on frappe une femme et qu'elle est blessée, mieux vaut appeler les secours que de la tuer. Ça se passe en Belgique, en 2018. La victime s'appelle Marie-Hélène Di Francesca. J'écris ce récit avec l'aide de Thomas Audouard. La réalisation est de Boris Paczynski. Europe 1. Christophe Ondelatte. On est en avril 2018 à Estaing-Puy, en Belgique, dans la province du Hainaut, tout près de la frontière française. Et Marie-Hélène Di Francesca, 45 ans, a disparu. Sa mère est venue frapper chez elle, pas de réponse. Sa mère lui a envoyé des SMS, pas de retour. Sa mère l'a appelé sur son portable, messagerie. Heureusement, les parents ont un double des clés de sa maison. Ils ouvrent, ils entrent, tout est en ordre. Ce qui est en soi un sujet d'inquiétude, parce que Marie-Hélène d'habitude est bordélique. Et là c'est impeccable, étrangement impeccable. Et puis les parents poussent la porte du garage. Mais pourquoi diable le chat est-il là? Enfermé? Enfermé sans eau, sans nourriture et sans litière? Et la voiture? La voiture de Marie-Hélène, sa Hyundai? Où est-elle? Et son ordinateur? Où est-il passé? Et son agenda papier dont elle ne se sépare jamais, qu'est-ce qui fiche là? Et où est son sac à main? Et où est son téléphone portable? Et si elle est partie sans prévenir, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas mis l'alarme? Elle la met toujours. Et le plus inquiétant, ce sont les médicaments posés sur la table de nuit dans sa chambre. Elle est malade, Marie-Hélène. Une maladie auto-immune. Elle n'a pas pu disparaître volontairement en oubliant ses médicaments. Ça fait beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Les parents laissent passer la nuit dans l'espoir qu'elle va réapparaître. Mais le lendemain à bout, ils finissent par aller voir la police. Je sais bien ce que vous allez me dire. Qu'à 45 ans, elle a le droit de disparaître sans prévenir, mais quand même, ça lui ressemble pas du tout, hein. Sa mère et moi, on est très proches d'elle, on s'appelle presque tous les jours, on la voit beaucoup. Elle n'est pas partie volontairement, j'en suis certain. Je dirais à 100%. S'il vous plaît, messieurs, aidez-nous. Je vous en supplie. Les policiers belges se laissent convaincre et ils refilent le dossier à la PJ. La PJ qui commence par du classique. Diffusion générale de l'immatriculation de sa Hyundai. 1 HKK 039. Et puis réquisition auprès de son opérateur de téléphone portable. Réquisition aussi auprès de sa banque. Et dans la foulée, du classique. Encore. Vous pouvez me donner les coordonnées des amis de votre fille, s'il vous plaît, madame? C'est-à-dire qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. C'est-à-dire que c'est une femme, seule, très seule. À cause de sa maladie, ça fait 2 ans qu'elle ne travaille plus. Avant, elle était juriste dans une compagnie d'assurance. Elle voit bien de temps en temps quelques anciens collègues, mais très peu, et pas régulièrement. Elle a quelques amis, mais pas beaucoup, et ça n'est pas fusionnel. Et peut-être a-t-elle un ami, un compagnon? C'est-à-dire qu'elle n'en a pas. Elle a eu quelques relations, mais brèves. Mais attention, ça ne lui convenait pas. Je sais qu'elle va sur des sites de rencontres sur Internet. C'est tout ce que je peux vous dire. Elle y a rencontré des hommes, mais furtivement, rien de sérieux. Et elle cherche le grand amour. Et elle l'a pas trouvé. Et donc elle vit seule, avec son chat. D'où cette question inévitable. Envisagez-vous l'hypothèse qu'elle ait pu se suicider, messieurs, dames? Peut-être. Quelques-uns de ses rares amis pensent que c'est possible. Mais les parents n'y croient pas une minute. Et finalement, l'une des rares amies de Marie-Hélène qui ouvre une première piste. J'ai eu Marie-Hélène au téléphone mercredi soir, c'est-à-dire juste avant qu'elle disparaisse.
Il était quelle heure? Je dirais vers 20h. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh bien, elle m'a dit qu'elle avait rendez-vous avec un jeune homme le soir même. Jeune homme, vous dites? Oui, plus jeune qu'elle, beaucoup plus jeune même, je crois. Me demandez pas comment il s'appelle, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il s'était déjà passé quelque chose avec lui il y a quelques années. Ils ont eu une histoire d'amour tous les deux, et puis ça s'est arrêté à cause de la différence d'âge, je pense. Et là, elle avait repris contact avec lui. Et je vous dis, elle devait le voir le soir même. Très intéressant. Les policiers belges ne mettent pas longtemps à identifier ce jeune garçon. Il s'appelle Jordan. Jordan David. Il est vigile et il habite chez ses parents à Estaimpuis. Et il a 24 ans, c'est-à-dire 21 ans de moins que Marie-Hélène. Attention, je vous mets en garde sur ce point. La différence d'âge n'est pas forcément le moteur d'un crime. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Non, parce que je vous connais. Je sais que vous y avez songé. Dans la foulée, les policiers débarquent chez ce Jordan, ou plutôt chez ses parents, puisque c'est là qu'il habite. Ils n'abattent pas tout de suite leur carte, ils y vont mollo. Ils ne lui parlent pas du rendez-vous de 21h. Bien. Connaissez-vous Marie-Hélène Di Francesca, monsieur? Ben oui, bien sûr que je la connais. Savez-vous nous dire quand vous l'avez vue pour la dernière fois? Ben oui. Il me semble que je l'ai vue le 1er avril. Elle était en voiture, j'étais à pied, on s'est croisés, quoi. Et puis on s'est fait un petit signe de la main, quoi, c'est tout. Le 1er avril? Ah bon? Vous vous souvenez que d'après la copine de Marie-Hélène, ils avaient rendez-vous le 4 avril au soir, veille de la disparition. Il n'est pas clair, ce Jordan. Voilà donc convoqué au commissariat, où il répète mot pour mot ce qu'il a dit. La dernière fois qu'il l'a vu, c'était le 1er avril. Et vous n'avez eu aucun autre contact depuis? Si, maintenant que vous me le dites, on a peut-être été en contact sur Messenger le lendemain. Donc, le 2 avril. Mais non, il ment. 0 message sur Messenger à la date du 2 avril. Et maintenant, la question qui tue. Aviez-vous rendez-vous avec Marie-Hélène le soir du 4 avril? Absolument pas. On vous a dit ça. C'est n'importe quoi. Et dans la foulée, le zigoto se met à parler de lui. Un vrai moulin à parole. J'étais dans l'armée, j'ai dû arrêter à cause d'une blessure au genou, et puis je pratique du parachutisme. Tenez, regardez ma main. Lors du dernier saut, que je me suis fait une brûlure avec les cordes. Regardez, je peux vous dire que ça fait mal. Et moi, je peux vous dire que c'est hors sujet. A priori, on s'en fiche de sa blessure. A priori. L'interrogatoire se termine. Au revoir, monsieur. À la revoyure. Va falloir se rencarder un peu plus sur ce Jordan. En parallèle, les policiers belges fouillent la maison de Marie-Hélène de fond en comble. Bilan, rien. Pas de traces de lutte, pas de traces de violence. Ils font des prélèvements ADN sur les poignets, sur les robinets et les interrupteurs. Et puis ils dégainent leur arme fatale, le fameux Blue Star qui révèle les taches de sang. Et là, bingo! Au milieu du séjour, il y a un bon mètre carré d'hémoglobine. Et une traînée aussi, qui passe par la cuisine et qui va jusqu'au garage. Et du sang aussi sur la serpillière. Marie-Hélène a été tuée ici, chez elle. C'est pas elle qui a disparu. C'est son cadavre. Entre-temps, les policiers ont demandé le relevé téléphonique
de Jordan David. Mais regarde, je pense qu'on a la preuve qu'il était chez elle le soir du 4 avril. Hein. Il accroche une borne téléphonique tout près de chez elle, là, regarde, 20h50. Et après, regarde, il coupe son portable. Et il le rallume à 4h38 du matin. À ce moment-là, il est à Bossu-les-Valcourt. C'est vachement loin de chez elle, hein, ça. Vachement loin, effectivement. Bossu-les-Valcourt, c'est à 120 km d'Estaimpuis. C'est une région très boisée, avec des lacs, qu'on appelle les lacs d'odeur. Est-ce que ça ne serait pas là qu'il s'est débarrassé du cadavre? En tout cas, c'est la zone idéale pour planquer un corps. Le lendemain, mobilisation générale dans le coin. Battu, plongeurs, hélicoptères. Mais au bout, rien. Dans la foulée, les policiers relaient patiemment les enregistrements de toutes les caméras vidéo qui se trouvent sur le trajet entre Estaimpuis et Bossu-les-Valcourt. Alors, première image, regarde, 21h48. Il part de chez lui. Un quart d'heure plus tard, autre caméra, regarde. Il se gare à, je dirais, une centaine de mètres de chez Marie-Hélène Di Francesca. Tu le vois là? Tu noteras qu'il a des rangers sous pied. On continue. Troisième caméra. Là, il est 2h01 du matin. La Hyundai de la victime entre sur l'autoroute en direction de Bossu-les-Valcourt. Quatrième caméra. Il est 5h37 du matin. Il rentre à Estaimpuis. Et puis là, les dernières images qu'on a pu trouver, 7h07, il revient chez ses parents. Mais cette fois, il est avec sa propre camionnette. Donc, il s'est débarrassé de la Hyundai. Eh oui, les amis, il y en a partout désormais des caméras qui nous espionnent. Pour le pire, hein, mais en l'occurrence ici, pour le meilleur. Conséquence de tout ça, les policiers débarquent à nouveau chez Jordan David. Bien, monsieur, je vous informe que vous êtes en état d'arrestation et que nous avons un mandat du procureur du roi pour fouiller la maison de vos parents, en votre présence bien entendu. Et vous savez ce qu'elle trouve chez Jordan David, ou plutôt, en l'occurrence chez ses parents? Eh bien, les fameux Rangers. Il les prête, ils sont couverts de boue. Et là, il les retourne, et quelque chose tombe à leurs pieds. Ils se penchent. Tiens, les clés de la Hyundai de Marie-Hélène. Va falloir vous expliquer là-dessus, et sur le reste, mon coco. Bien, d'abord, je vous informe que contrairement à ce que vous avez pu nous dire la dernière fois, nous avons la certitude que le 4 avril, vous étiez bien chez Madame Di Francesca. Je ne sais pas ce que vous avez comme soi-disant preuve, mais non, c'est faux. D'accord, on y reviendra. On a en notre possession des éléments qui indiquent par ailleurs que dans la nuit du 4 au 5 avril, vous vous êtes rendu à Bossu-les-Valcourt. Ça, c'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec Marie-Hélène. Mes parents, ils ont un chalet là-bas qui sont en train de rénover. Moi, je suis juste allé voir l'avancée des travaux. Rien de plus. L'avancée des travaux. En pleine nuit. Étrange. L'oiseau demande alors à s'entretenir avec son avocate. Et ensuite, retour face aux policiers. Bon, écoutez, monsieur David, il va falloir arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Je vous ai dit que nous avions des preuves, que vous étiez chez Madame Di Francesca le 4 au soir. Ok, j'y étais. J'y suis resté 2 heures. Et on s'est disputé. Mais je vous jure que quand je suis reparti, je vous jure, elle était vivante et en pleine forme. À quel sujet est-ce que vous vous êtes disputé? C'est parce qu'elle a demandé mon patron en ami sur Facebook. Ça allait pas, quoi. Je voulais pas qu'elle rentre comme ça dans ma vie privée, c'est tout. Mais je vous le redis. Quand je suis parti, elle était vivante. Il les balade. Alors les policiers sortent leur carte maîtresse, les vidéos, qui le montrent au volant de la Hyundai de Marie-Hélène à 2h du matin, à l'entrée de l'autoroute. Je peux parler avec mon avocate quelques minutes, s'il vous plaît?
accordé. Et ensuite retour dans le bureau. Et voici venu le temps des aveux. Je vous ai dit, on s'est disputé. Et à un moment, Marie-Hélène, elle s'est jetée sur moi, je l'ai repoussée. Et là, elle est tombée, elle s'est cognée à la tête, elle saignait. Et j'ai vu qu'elle était morte, quoi, j'ai paniqué. Et donc, je l'ai mise dans la voiture, après j'ai essayé d'essuyer les traces de sang chez elle. Et qu'avez-vous fait du corps, monsieur? Je l'ai jeté dans l'Escaut, depuis le pont du Pec. Pourquoi là? Parce que beaucoup de gens se suicident là. Alors je me suis dit qu'on penserait que Marie-Hélène s'était suicidée. Il dit que c'est un accident, mais c'est assez peu convaincant. En tout cas, le voilà inculpé de meurtre, direction la prison de Tournai. Les policiers l'emmènent sur place, là où il dit avoir jeté le corps. Au début, il les balade. Et puis, à un moment, il est là, le cadavre. Il est dans le buisson qui est juste là. Et on retrouve le corps. Et un médecin légiste arrive, qui d'emblée invalide la thèse de l'accident. Il dit qu'elle s'est blessée à la tête en tombant. Je vous assure qu'il ment, parce que je ne vois aucune trace de contusion sur la tête. En revanche, regardez là au niveau du cou. Cette femme a été étranglée, messieurs. Étranglée. Il ne peut plus mentir. Quand je suis arrivé chez elle ce soir-là, d'abord elle a commencé par me reprocher d'avoir picolé, ça m'a gonflé. Et puis de toute façon, je supportais plus ce qu'était devenue ma relation avec elle. Moi j'étais amoureux. Et elle, je crois pas. Et puis à un moment, elle s'est mise à échanger des SMS avec un autre mec. Et là, elle m'a dit, casse-toi, quoi, casse-toi. C'est là que je l'ai poussée. Elle est tombée, elle saignait. Elle s'est mise à convulser. J'ai paniqué. J'avais une cordelette de parachute dans ma poche. Je l'ai étranglée avec. Et d'ailleurs, c'est en serrant que je me suis brûlé le dessus de la main. C'est pas en sautant en parachute. Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi est-ce que vous l'étranglez? Eh bien, c'est parce qu'elle convulsait. Mon père, il a un élevage. Il fait comme ça avec les animaux. Quand il convulse, il les étrangle. C'est vrai qu'il était militaire dans l'âme, qu'il avait une passion pour l'armée, mais à côté de ça, c'était un garçon super gentil, pas du tout violent, je dirais même doux. C'est un bon gars, Jordan. Moi, j'arrive pas du tout à imaginer qu'il ait fait ça. Le procès de Jordan David s'ouvre le lundi 11 mai 2020 devant la cour d'assises du Hainaut, à Mons. En Belgique, c'est le premier procès de l'après-Covid. Masque obligatoire. Mais les avocats ont obtenu de plaider sans. Pendant 4 jours, il reste sur la ligne de ses aveux. Et à la fin, il est condamné à 18 ans de prison pour meurtre. Les jurés, sans surprise, n'ont pas retenu la préméditation. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.